Philly Union, Toronto FC, Columbus Crew, Orlando City, NYCFC, New York Red Bull, Nashville FC, New England Red, CF Montreal, Inter Miami, Chicago Fire, Atlanta United, DC United FC, Cincinnati. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette toute première épisode du podcast MLS Franco, un podcast donc dédié à la MLS en français, produit au Québec. Jeff et Richard qui sont là avec vous ce soir pour vous livrer cette première édition-là. Richard, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Richard, Parfait. donc, qui est étudiant à l'UQAM en communication. Exactement, oui. C'est ma deuxième année à mon baccalauréat en action culturelle, puis j'espère un jour atteindre les hauts sommets, plus précisément à TVA Sport ou même à RDS. C'est comme un rêve que je caresse depuis toujours. Donc voilà. Excellent. Donc, on va commencer ça ce soir, les premières armes avec ce podcast-là. Simon qui nous salue, qui salue Richard en même temps. Salut, Simon. Donc, vous pourrez tout au long de l'émission faire comme Simon et venir participer dans la salle de clavardage, finalement, que ce soit sur Twitter, Facebook ou encore YouTube. On va prendre vos commentaires tout au long de cette émission-là. On va partir par une petite mise à jour du classement 2020. Ce soir, on regarde donc l'association Est en détail, voir qu'est-ce que ça pourrait se dresser pour 2021. Richard, je me trompe-tu? Ou moi, je l'ai comme séparé en 3 blocs. Je pense que Philadelphie, Toronto, Columbus, Orlando et New York City faisaient partie du tiers supérieur, on peut l'appeler comme ça, je pense. Oui, exactement. Ouais. En fait, tu soulèves un bon point. En fait, vu que Philadelphie ont bien commencé la saison, en fait, avec déjà les acquisitions de José Martinez aussi, puis Sergio Santos aussi, qui ont vraiment apporté un apport offensif à cette équipe-là. Donc, c'est un excellent choix aussi. Puis le fait que Toronto, il y avait Columbus aussi, puis il y avait, je pense, Orlando et New York City. C'est 4 bonnes équipes très offensives aussi qui se sont améliorées durant le courant de la saison, puis le reste est à venir pour la suite. Exactement. On avait donc dans le deuxième tiers New York Red Bull, Nashville, New England, Montréal et Miami. Ça va être encore une fois une lutte qui pourrait ressembler à ça. On va le voir tantôt, Richard, avec nos prédictions, là, mais ça pourrait être encore là, des équipes qui vont se retrouver au centre cette saison. J'étais plutôt surpris par la prestation de Nashville, surtout parce que je m'attendais pas à ce qu'une équipe de première année performe aussi bien, parce que généralement, les équipes de première année ont souvent de la misère à s'adapter durant la ligue, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs qui sont vraiment axés sur, par exemple, le style MLS, vu que certaines équipes vont souvent chercher des joueurs un peu à gauche, à droite, comme par exemple en USL ou même en NASL ou même à l'extérieur de la ligue. Donc, Nashville, pour moi, c'est vraiment une belle surprise l'année passée. Donc, je m'attends peut-être à une autre surprise, mais qui sait, on verra bien. L'avenir nous le dira. Chicago, Exactement. Atlanta, DC United et Cincinnati venaient un peu fermer la marche finalement du classement. Tu parlais tantôt, Richard, justement, des équipes d'expansion qui parfois, c'est difficile. Cincinnati, on le voit, semble avoir un petit peu de misère là, à remonter au classement. Ouais, c'est vrai, parce que Cincinnati, il y avait un gros buzz concernant certains joueurs aussi. Il y avait les acquisitions il y avait Kendall Waston aussi au début de la saison qui venait amener un peu plus de soutien en défense parce que généralement, comme j'ai mentionné, les équipes qui arrivent en MLS ont souvent de la misère à garder un peu les filets généralement. Puis la défense, c'est souvent un problème très difficile. Donc déjà là, Cincinnati, c'est sûr que c'est pas facile dès le départ, mais avec les acquisitions qu'ils ont faites au courant de la saison morte, je pense qu'il y a un petit potentiel qui peut amener aussi, mais on sait jamais. Qui sait, peut-être qu'ils peuvent augmenter. Si on regarde en détail, Richard, ensemble les équipes et on va descendre le classement. L'Union de Philadelphie pour partir, qui ont bougé un peu dans l'entre-saison avec un transfert historique, plus ou moins 9 millions pour Aronson, parce qu'on parle de 6 millions, je pense, puis une possibilité de 3 en bonus. Exactement. En bonus, 5 homegrowners quand même qui ont été signés, ce qui est quand même pas rien pour Philadelphie qui se reconstruit par l'intérieur. Donc, c'est une équipe qui devrait, somme toute,
connaître encore une fois une belle saison. C'est une équipe qui réussit toujours à trouver une façon de gagner. Là. C'est vrai. Juste un fait aussi, tu as oublié de mentionner aussi le transfert de Mark McKenzie à Genk aussi, un joueur très important dans la charnière centrale de Philadelphie, parce que généralement, Philadelphie, on considère souvent comme une équipe qui passe inaperçue, mais que généralement, des fois, ils arrivent à surmonter les tâches et les épreuves aussi, mais au final, ils arrivent toujours à gagner puis à surprendre le public aussi. Parce que là, il n'y a pas d'ajout majeur, justement, 5 homegrown qui sont signés. Donc, c'est l'intégration verticale qui est faite directement de l'académie. Alors, c'est Exactement. pour ça que souvent, il n'y a pas de coup éclatant qui est fait par Philly, mais réussissent à surprendre. Toronto avait fini quand même en deuxième place dans l'association de l'Est, avait fini à une seule victoire de la tête, donc à 3 points des meneurs qui sont Philly. Grosse transition pour Toronto avec un changement d'entraîneur-chef. Et il y aura un choix à faire en attaque là, entre Altidore et Akinola. Ça n'avait pas été une saison facile pour Altidore. Non, c'est sûr. C'est sûr, justement, à cause de ces problèmes un peu à l'extérieur du terrain aussi, puis le fait qu'Akinola commence à monter un peu plus, et justement le fait que la pandémie n'a pas aidé aussi au succès de l'équipe aussi, ça a été un petit peu difficile aussi. Mais en même temps aussi, il faut prendre en considération que l'équipe avait aussi acquis d'autres joueurs aussi en la présence de Pablo Piatti, qui amenait un peu plus de créativité. Déjà, le fait que Pozuelo amenait un gros plus, mais déjà, le fait que Piatti soit là aussi, c'était comme pour contrebalancer un peu le système de jeu de Greg Vanney, qui est très offensif aussi. Mais là, avec Armas qui arrive de New York, ça va être un peu plus différent, en fait. Donc, on verra. Exactement, ça va être bon à voir. Et tu le disais, je pense qu'on a eu un peu de difficulté avec Josie Altidore et les choix en dehors du terrain. Moi, j'ai trouvé qu'il était, sans dire manquait d'implication au sein de cette formation-là, mais on l'a vu très impliqué dans le Black Lives Matter, très impliqué dans les mouvements au sein de la CBA, de la Convention collective. Donc, il y a eu beaucoup de distractions en 2020, fait qu'on va espérer que il revienne focus pour cette saison aussi, mais sincèrement, je m'attendais à le voir quitter dans l'entre-saison, je pensais. Ouais, c'est sûr que ça peut arriver encore, mais bon, on verra la fenêtre est toujours pas fermée. Donc, Non, c'est ça, exactement. Arius qui nous dit Toronto est encore dans les top teams. On va le voir tantôt, en tout cas dans nos prédictions, mais moi, je pense qu'ils vont descendre, Arius, cette année. Là, moi aussi, je pense oui. FC, je pense que oui. Columbus Crew, on ajoute de l'expérience suite à la saison passée. C'est quand même 4 vétérans qui s'amènent. Une équipe qui défend également très bien. Hein. Donc, c'est une équipe qui a marqué beaucoup de buts, mais c'est une équipe qui nous a concédé très peu. Puis, je pense qu'on continue un peu dans cette veine-là. Là. J'aime beaucoup le style de jeu de Caleb Porter parce que c'est quelqu'un qui est très offensif à la base. Puis, à la base, c'était déjà un gagnant, vu qu'il a déjà gagné au niveau universitaire puis au niveau de la MLS avec Portland. Je trouve que son style de jeu correspond bien à la MLS d'aujourd'hui. Très offensif, mais en même temps, quelqu'un qui est capable de prendre des bonnes bases défensives aussi, parce que je sais que j'avais écrit un article jadis pour le plaisir sur Portland, et j'avais comme analysé aussi le style de jeu de Craig Vanney, de Caleb Porter, puis c'est souvent un style plus offensif, un peu à la Guardiola, qui est axé beaucoup sur la possession, mais aussi un peu à la Mourinho, dans le sens qu'il parque le boss, comme on dit dans le jargon footballistique. Donc, déjà là, ça contrebalance bien l'équipe offensive de Columbus. Je pense que oui. Mathieu nous dit, conférence Est, le meilleur sera Columbus, le pire sera Cincinnati, la wild card sera Montréal. On va venir en détail. On descend toutes les équipes. On va revenir sur quelques commentaires. Arius qui nous disait également, Miami et Philly seront à surveiller. Il y aura plein d'équipes à surveiller. Orlando City, est-ce que la bulle MLS, selon toi, a été un avantage pour Orlando City qui vient de perdre Dwyer, qui vient de perdre Dyke? Le fait qu'il était chez eux, que la bulle était près de la maison, on sait que ça n'a pas été facile, principalement pour les équipes canadiennes, mais le fait qu'Orlando évoluait chez eux, ça les a aidés, tu penses, Richard, Je pense en 2020? Que oui. Je pense que oui, surtout avec l'éclosion de DK aussi en tant que c'est le joueur qui vient d'arriver du Super Draft en fait, juste le fait qu'il a explosé dès sa première saison, c'est très possible, c'est une bonne chose aussi, puis le fait qu'il joue à domicile aussi, ils connaissent un peu le terrain, mais généralement avec Orlando, des fois, tu sais pas à quoi t'attendre aussi, des fois tu peux avoir le bon comme tu peux avoir le mauvais aussi, parce que je me rappelle à leur première saison, il y avait un gros buzz avec Ricardo Caca, dans le sens que c'était le joueur qui allait comme changer la franchise, mais
en réalité, c'était pas vraiment clair. Ils ont connu beaucoup de déboires. Mais au final, pour revenir à ce que tu dis, en fait, c'est surtout le fait qu'ils connaissent le terrain un peu plus, puis vu qu'ils jouent à domicile, sans pression, je pense que c'est ça qui a changé la donne aussi pour eux. New York City FC devront combler certains vides parce qu'il y a eu beaucoup plus de départs que d'arrivées là-bas. Et il y a des postes et il y a des places de disponibles. On sait qu'il reste des places de limpide disponibles au moment où on se parle. Donc, peut-être que ça sera comblé d'ici la fin de la saison. Mais moi, sincèrement, c'est une équipe on va en parler tantôt, mais c'est une équipe que je vois reculer cette saison. Je pense pas qu'il soit amélioré versus 2020 présentement. Moi non plus, je pense pas non plus. Puis le fait qu'ils aient perdu, je pense, Mitrita aussi, c'est quand même une grosse perte aussi. Puis je sais que Castellanos est encore là à la pointe, mais le fait que déjà Patrick Vieira a amené comme une sorte de solidité aussi au niveau du jeu, mais là avec Ronny Delia, déjà le coach, qui a déjà pris un peu plus d'expérience au niveau de la Ligue, c'est sûr que ça va être un petit peu compliqué maintenant vu que la MLS a évolué grandement. Donc New York, pour moi, ça reste un grand mystère. Oui, c'est ça, exactement. Des départs d'Alex Ring, Matarrita, faudra regarder donc tout ça. New York Red Bull, une autre formation qui devrait mettre de la structure. On va parler tantôt des nouveaux entraîneurs-chefs, mais Gerard Struber arrive depuis la fin 2020 à New York Red Bull. Beaucoup d'in and out, mais rien de majeur. Donc, c'est une équipe qui fait du surplace, je pense. Ouais, en effet, ouais. Surtout le fait que cette équipe-là avait pas vraiment d'attaquants parce que juste le fait que Bradley Wright Phillips était parti, on sentait déjà qu'il y avait un manque au niveau offensif de l'équipe. Il y avait quelques bonnes bases au niveau du milieu de terrain avec Omir Fernandez, mais c'est sûr que il manquait comme un petit quelque chose, une saveur de Red Bulls. Il manquait un peu la pression constante de cette équipe-là, puis c'est ça qui manquait beaucoup à cette équipe-là, justement, pour les playoffs. Nashville FC est en construction avec C.J. Sapong, avec Brian Meredith. C'est pas trop excitant comme mouvement, mais il y a de l'argent disponible et avec le COVID-19, il faudra voir. C'est sûr on le disait tantôt, pas facile pour une équipe d'expansion de connaître du succès. Donc, ils ont déjà été surprenants. Et avec la COVID qui affecte toutes les équipes, mais quand tu es une équipe d'expansion, je pense que ça vient faire encore un petit peu plus mal de jouer sans stade, donc sans revenu au tourniquet. Donc, on peut s'attendre quand même à une autre surprise de Nashville cette saison. Exactement. Vu aussi qu'ils gagnent un peu plus d'expérience aussi, puis le fait qu'il y a déjà des bonnes bases aussi, dans le sens que je pense que c'est le capitaine Walker Zimmerman, un excellent défenseur central aussi qui peut apporter un peu plus son expérience à travers les autres joueurs. Puis déjà, l'ancien défenseur latéral droit ou gauche, si je me rappelle bien, Daniel Lovitz aussi, qui peut amener un peu plus de solidité au niveau de la défense aussi. Mais déjà là, le fait qu'il y a des bonnes bases, puis il y a un coach qui a déjà gagné la Coupe MLS en la personne de Gary Smith avec le Colorado Rapids aussi, ça peut être un plus aussi, mais encore là, ça va être un petit peu compliqué pour eux. On ne sait jamais. J'ai hâte de voir les Revs profondeur, donc des ajouts importants quand même. On a ajouté beaucoup d'expérience du côté des Revs. Je pense à De La Garza, à Boateng, à McNamara. Des gros départs, par exemple, également. On n'a pas encore tout vu, je pense, de cette formation-là. Non, en effet. Surtout lors des playoffs aussi. Cette équipe-là nous a bien surpris aussi durant le match contre Orlando. Il y a une belle révélation que je n'aimerais pas tout de suite, mais ça, je me garde pour la fin. Concernant cette équipe-là, c'est vrai qu'elle nous a beaucoup surpris. La personne de Bruce Arena est capable, gère bien son équipe aussi, s'adapte bien aux adversaires aussi. Donc, peut-être que cette équipe-là va pouvoir faire un bon bout de chemin durant la saison, mais ça reste à voir parce que cette équipe-là, vraiment, pour ma part, c'est une équipe qui peut comme soit montrer un bon comme du mauvais, en fait. J'ai hâte de voir, moi aussi, parce qu'on va le voir tantôt, là, mais en tout cas, je pense qu'elle est bien placée dans mes prédictions. Ah, pas moi. Club de foot Montréal, transformation majeure, un travail donc qui se poursuit. Au niveau de la profondeur, il manque peut-être là, un latéral droit en couverture de Zachary Broguillard. On devra statuer dans les prochains jours qui sera l'entraîneur en chef. Ça risque d'être Wilfred Nancy. Mais beaucoup de chamboulements avec le rebrand, avec tout ce qui s'est passé dans l'entourage de cette formation-là. Je pense pas qu'on puisse rivaliser avec les sommets de l'équipe cette année, mais on voit qu'on s'en va avec une certaine structure du côté du CF Montréal.
Exactement. Je pense qu'il y a une structure aussi, puis le fait qu'Olivier Renard est capable d'aller chercher des joueurs qui s'adaptent au style de la MLS aussi, qui évolue grandement. Puis le fait qu'il y ait un gros buzz négatif, si je me permets en fait, concernant le logo, c'est sûr que ça tombe au mauvais moment. Mais je pense qu'avec les résultats que l'équipe va donner sur le terrain, je pense que ça va apaiser la rage des partisans aussi. Moi, je pense que oui, je les vois faire un bon, mais pas rien Un bon considérable. Là, c'est ça, exactement. Inter de Miami, un peu de scandale autour de l'équipe de Beckham où l'argent pleut, on le savait. Mais il faudra se construire. Je pense que ça sera l'objectif de 2021. Pour moi, en tout cas, ce club-là n'a pas vraiment d'identité. Pas trop, tu sais, ils ont une certaine puissance en attaque, une certaine puissance en défensive, mais ils sont pas ni un ni l'autre dominants. Donc, il faudra vraiment donner une identité à cette formation-là pour 2021. Exactement. Je me rappelle aussi la première fois que Beckham avait rentré dans la MLS, il avait dit qu'il voulait que son club fasse le buzz aussi, mais je pense que le buzz a mal tourné finalement à cause de la situation qu'on va expliquer durant le podcast, mais cette équipe-là tourne autour du buzz, mais aussi le fait qu'il y a tellement d'attentes, puis que les joueurs qui vont chercher sont des joueurs internationaux qui ont connu du succès, mais ça reste à voir parce que cette équipe-là, pour moi, il y a beaucoup de potentiel, mais énormément de potentiel dans des joueurs, en la personne de Pellegrini, Higuaín, Matuidi. Bref, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent atteindre des sommets dans cette ligue, mais ça reste à voir, mais ça va être un peu compliqué. Je pense que oui, Chicago Fire, eux autres aussi sont un peu à l'image du CF Montréal, donc transformation l'an passé avec un rebrand qui n'a pas trop été accepté par les fans. On devrait rembarquer dans le processus sous peu. Transformation, virage jeunesse. Le 11 change très peu dans l'entre-saison, mais on ajoute un peu de profondeur quand même du côté de Chicago, mais on construit le banc avant le 11, donc on cherche un peu à Chicago. Exactement, ouais. Je pense qu'à Chicago aussi, il y a déjà eu une rogne de la part des partisans aussi, dans le sens qu'il n'y a pas de ligne directrice aussi. Puis je me rappelle bien que au cours de quelques années, ils avaient renvoyé leur directeur technique ou leur directeur des opérations soccer parce qu'il n'y avait pas vraiment de vision à long terme dans cette équipe-là. Puis vu qu'il n'y avait pas beaucoup de sièges qui étaient remplis, c'était un petit peu compliqué pour Chicago aussi. Puis le fait d'amener des partisans, c'était pas concluant aussi. Donc pour Chicago, je sais pas ce qui va leur attendre, mais pour ma part, moi je pense que Chicago, il n'y aura pas une grande amélioration, mais c'est en développement. Atlanta United, maintenant, l'avenue d'un nouvel entraîneur-chef en Heinz. Manque de mouvement, peut-être un petit peu. Lopez va arriver, mais je pense pas que ce soit suffisant pour changer le visage de Atlanta pour cette saison-là. C'est quand même une belle ajout, mais Heinz est capable là, de peut-être reconstruire un peu avec les brèches qu'il y a autour de cette formation-là. Mais Atlanta est une formation qui réussit à l'extérieur du terrain, doit maintenant réussir sur le terrain. Contrairement à toi, moi, je pense que Atlanta va faire une bonne saison dans le sens que Gabriel Heinze, c'est quelqu'un qui est très énergique, qui est très passionné aussi. Il me fait rappeler un peu Marcelo Bielsa dans le sens qu'il est très offensif, mais qui est capable de dicter aussi l'allure du match aussi, dans le sens que il s'adapte à chaque adversaire aussi. Donc, Atlanta, pour moi, ça reste une belle surprise, mais je pense qu'ils vont faire un sacré bon. Ça va être à voir. DC United, là, également changement d'entraîneur-chef avec Lozada. Plus de sorties que d'entrées. Donc, c'est une équipe qui, sans dire me dit rien, c'est une équipe qui se cherche encore un peu, je pense. Pour moi, DC United, je les appelle les cols bleus, dans le sens que c'est vraiment des travailleurs, un peu à la Ben Olsen, parce que Ben Olsen s'adapte, c'est le vieux style de la MLS, c'est des joueurs vraiment physiques, pas très attrayants au niveau du terrain. Puis juste le fait qu'il y a eu Julian Gressel, il y a eu ben là il est parti, mais c'est comment il s'appelle déjà? C'est Acosta, justement. Oui. Les deux apportaient un peu plus de saveur au niveau offensif de cette équipe-là, mais sinon, à part de ça, cette équipe-là, il n'y a pas vraiment de buzz, puis il n'y a pas vraiment de nouvelles concernant les arrivées parce que ça semble être plutôt négatif. FC Cincinnati qui vient fermer la marche du classement l'an passé. Une équipe qui est en construction, qui a énormément de besoins, qui a fait quand même des bonnes acquisitions dans la saison morte, entre autres Brenner, que oui. Je suis certain que plusieurs formations auraient voulu mettre la main dessus. Est-ce que ça sera suffisant pour Cincinnati? Je pense pas non plus, dans le sens que Cincinnati, c'est plus un projet
à long terme, un peu comme à la Minnesota, dans le sens que durant la première saison, ça n'a pas été facile pour eux. Mais je pense qu'il y a du potentiel à aller chercher aussi, dans le sens que on a vu durant le tournoi de la MLS is back, une équipe assez offensive, assez défensive aussi, mais capable de trouver les brèches à travers les défenses centrales, puis même de couper les lignes. Mais je sais qu'avec Yam Stam, il y a du progrès à venir, mais ça reste à voir. J'avais demandé aux auditeurs cette semaine, est-ce que Brenner peut amener Cincinnati au top de l'Est? C'est assez partagé, oui à 46%, non à 54%. Donc, je pense qu'il y a quand même des gens qui croient que ça fera une bonne... nouvel élan. Ouais, ça c'est une belle acquisition pour Cincinnati. Toi, tu le vois comment? C'est quoi les meilleures acquisitions? Parce qu'on va se parler là, à l'instant des transferts dans l'Est. Quelle équipe aura eu le meilleur au niveau des transferts? Parce que il y a quand même des gros joueurs qui sont arrivés dans l'entre-saison. Là. Je pense que Brenner va faire parler beaucoup, mais Pato également fera parler. Mm-hmm. Pour ma part, Brenner, moi, je le place très, très haut dans ma liste, dans le sens que ce jeune de 20 ans a quand même été, regardé par les Européens, justement par Arsenal, par la Juve, par l'Ajax, par pas le Barça, mais le Paris Saint-Germain, je crois. Puis je pense que déjà là, le fait d'être recruté par 4 grandes écuries européennes comme ça en dit long sur le joueur et le potentiel qu'il peut avoir aussi. Donc, pour eux, c'est une grosse acquisition, mais moi, je pense que Cincinnati doit baser son effectif autour de ce gars-là pour ensuite aller chercher un peu plus de profondeur au niveau de la défense. Je pense que oui. Sinon, les grosses acquisitions qui ont retenu ton attention dans l'entre-saison, ce serait quoi? Il y a eu Santiago Sosa, le milieu de terrain de 21 ans de Atlanta United. C'est un milieu défensif qui est quand même assez très, très physique aussi, mais il possède un bon pied droit. Quelqu'un qui est capable de couper les brèches des autres attaques, de l'offensive, pardon. Il y a également eu l'acquisition de... Comment ça? Donnez-moi un instant. Oui. C'est niaiseux, mais même Kevin Molino Oui. de Columbus Crew aussi. C'est quelqu'un qui a été très, très bon avec Emmanuel Reynoso à Minnesota. On a vu que ce gars-là était capable de déséquilibrer les défenses. Et déjà là, le fait qu'il s'amène à Columbus avec une équipe déjà championne, c'est juste un plus pour eux. Donc, c'est vraiment du positif rendu là. Lisandro Lopez qui débarque à Atlanta pourrait être une bonne prise. Mm-hmm. En effet, ouais. Déjà là, avec Joseph Martinez qui va revenir cette saison. Lisandro Lopez, pour ma part, je sais que pour les Lyonnais qui savent qui c'est un grand joueur pour eux. Mais pour ma part, je pense que Lisandro va amener un petit plus puis un peu plus d'expérience aussi. Il y a également au niveau des entraîneurs-chefs que ça a bougé énormément. Quelle équipe, tu penses, qui va profiter de la meilleure transition de son entraîneur cette saison? Est-ce que, moi, je pense que Atlanta, ça va aider considérablement. C'est en fin de saison. Mais, tu sais, d'après moi, je le vois comme ça, là, je pense qu'ils font partie des plus. Je suis pas sûr que Toronto gagne au change. Fait qu'il faudra voir là, quelle équipe va réussir à se démarquer dans tout ça. Pour ma part, je partage le même avis que toi. Je pense que Atlanta, vraiment, avec Gabriel Heinze, le fait qu'il soit quelqu'un qui est vraiment enthousiaste puis qui veut vraiment faire progresser son équipe aussi, puis qui veut vraiment pousser ses joueurs au maximum, je pense que ça va être un plus pour Atlanta parce qu'ils ont un petit peu de misère avec Frank Debois, qui cherchait un peu plus d'identité. C'était plus à la européenne, mais je pense que Atlanta et Heinze, ça fait un bon mélange ensemble pour une ville comme ça, en fait. Je pense que oui. Je pense qu'ils vont être beaucoup plus. Et avec tous ces mouvements-là, il y a certainement des formations donc qui feront le plus de gains, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau des entraîneurs. Donc, il y a des équipes qui se sont vraiment améliorées. Je vais y aller avec mon choix. C'est pour moi le Revs de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont eu des ajouts importants au niveau de la profondeur. Et je pense à De La Garza, je pense à Boateng, je pense à McNamara. C'est des joueurs qui vont aider beaucoup. Et ils vont apporter de l'expérience sur le terrain. C'est des joueurs qui vont encadrer l'effectif qu'on avait déjà en place. Et je pense que tu le disais tantôt, Richard, ils ont quand même surpris les Revs face à Orlando avec Buksa et
C'est Jean Buchanan, ouais. C'est ça. Fait que je pense qu'ils vont avoir une excellente saison. Pour moi, en tout cas, l'équipe qui aura le plus progressé cette saison, pour moi, c'est les Revs. Pour ma part, je pense que c'est plus Orlando dans le sens qu'ils ont connu une bonne vague de succès lors de leur série, lors des séries MLS is Back aussi. Le fait que on a eu l'éclosion de de DK. Puis le fait qu'il y a eu l'éclosion aussi de de Mueller. Ça a été une grosse acquisition, ça a été un gros avantage pour eux. Et le fait qu'ils soient vraiment plus à l'aise avec Oscar Pereira en tant que coach, qui a connu quand même du succès avec FC Dallas aussi, c'est un avantage aussi pour eux. C'est l'équipe pour moi qui s'est le plus améliorée. Est-ce que ça va faire mal le départ de Dwyer pour Orlando ou ils vont être en mesure facilement de le remplacer? Pour ma part, j'ai jamais aimé Dwyer, donc moi, je suis bien content qu'il soit parti, mais vraiment, Dika, c'était vraiment une grosse acquisition une grosse perte pour eux, parce que c'est quelqu'un qui est assez physique aussi, mais je pense qu'en la personne de Pato, ça peut remplacer les souliers de Dika. Je pense que oui. Je pense que ça, c'est une solide acquisition. Et à l'inverse, c'est sûr qu'il y a il y avait-tu d'autres formations que tu voyais qui avaient progressé? Ah oui. Il y a eu les Red Bulls de New York. Je sais que ça peut sembler un peu bizarre, mais les Red Bulls de New York aussi, leur gros problème, c'était les attaquants. Ils sont allés chercher quelques attaquants de leur filière, la connexion Salzbourg et New York, justement. Et le fait qu'ils ont pu aller chercher un gardien aussi, parce que leur gardien d'autrefois, Mera, c'était pas trop la joie, mais finalement, avec les Red Bulls, je pense que ça peut être un positif. Avec Gerhard aussi, qui a déjà connu du succès lors de la Premiership, de la Championship en D2 anglaise, avec Barnsley, ça peut amener un positif. Puis je pense que les Red Bulls vont pouvoir voguer un peu sur leur succès d'autres fois, en fait, sur le pressing. Parce que c'est sûr que moi, on va le voir dans quelques instants, mais au contraire de toi, je les ai mis dans les clubs qui allaient régresser cette saison. Mais tu sais, Andrés Reyes qui est arrivé, je pense que ça peut venir les aider. Mais une stabilité, oui. C'est ça va amener une certaine stabilité. Et je pense que Gerhard Strauber peut mettre de l'efficacité dans ce schéma tactique-là et essayer de faire de quoi pour améliorer cette formation-là. Mais d'après moi, les changements vont amener très peu. Donc, moi, je le mettais dans mes formations qui régressaient, tout comme je mettais également New York City FC, qui, je le disais tantôt, ne me disait absolument rien. Il y a eu les départs d'Alex Ring, de Matarrita et les départs d'Alex Ring, les départs de Matarrita. Ouais, exact. Et tu sais, il n'y a pas grand arrivée du côté de NIC FC, donc c'est pas une équipe que je vois progresser énormément cette année. Non, ça c'est vrai. Je sais qu'il y a eu des rumeurs concernant l'ancien joueur. Il y a un joueur auquel le CF Montréal était lié aussi, puis il va peut-être se retrouver à New York. C'était Florin Matana, c'est un numéro 10, justement. Puis New York, pour ma part aussi, je partage le même avis. Il n'y a pas vraiment de changement à apporter dans cette formation-là. Le fait que Ronnie Delia, il fait avec le peu, mais je suis pas sûr que New York va pouvoir progresser. Je suis pas sûr. Moi non plus. Et c'est sûr que, notre podcast est orienté un peu sur Montréal malgré tout. Je veux ton opinion sur le CF Montréal. Est-ce qu'on va progresser ou est-ce qu'on va régresser? Moi, je pense que il faudra attendre de voir qui va diriger cette formation-là. Je pense qu'on va y aller avec Nancy. Ça reste à voir, mais on devrait le confirmer cette semaine. Peu importe qui sera le nouvel entraîneur-chef, ça devrait être annoncé dans le courant de la semaine. Je pense qu'on a eu beaucoup d'arrivées du côté du CF Montréal et on a également beaucoup de départs de joueurs comment je pourrais dire, qu'on voulait voir partir. Donc, on voulait se séparer un peu de Maxi Urruti, de Corrales, de Raitala, des joueurs qui ont été énormément critiqués dans la saison 2020. Donc, je pense qu'on a réglé beaucoup de problèmes chez le CF Montréal dans l'entre-saison. En effet, ouais. Juste avec l'acquisition de Bjorn Johnson, ça amène un profil différent qu'on avait auparavant.
Puis le fait que c'est une équipe vraiment portée sur la jeunesse aussi, c'est déjà un plus aussi, parce que la MLS, c'est vraiment axé sur la jeunesse aussi. Et le fait également que c'est sûr que le départ de Thierry Henry, ça fait mal, mais je pense que l'équipe est en transition aussi. On passe d'un passage d'un cycle à un autre, en fait. Là, maintenant, les équipes Montréal, justement, doit s'adapter un peu plus aux adversaires, mais je pense que Nancy va faire la job, là, mais bon, ça reste à voir aussi. Je veux prendre quelques commentaires. Donc, Arius nous dit Miami et Philadelphie seront à surveiller. Miami, je pense que on va le voir dans quelques instants avec les joueurs qui seront à surveiller. Je pense que Matuidi sera sans aucun doute un joueur à surveiller quand même cette saison. Si je ne sais pas comment l'enquête va dérouler ici, mais je pense qu'on va trouver un terrain d'entente pour qu'il soit là, peu importe le montant. Mais je pense qu'effectivement, ils vont être à surveiller parce que c'est une équipe qui a des moyens financiers assez illimités. Donc, je pense qu'on pourrait voir même des ajustements en cours de saison qui pourraient venir pallier certains manques. Mais à un moment donné, Miami devra gagner, devra livrer la marchandise finalement, parce que je pense que les fans là-bas vont le réclamer assez rapidement parce que c'est ce qu'on a vendu. C'est ce qu'on a vendu. On a vendu un club qui allait gagner. Alors, il faudra le voir. Et Philadelphie, selon moi, est une équipe, comme tu disais tantôt, Richard, c'est une équipe qui, on dirait qu'on les voit jamais venir, on les voit jamais arriver, mais sont toujours au sommet de ce classement-là, sont toujours dans les tops et réussissent à se maintenir là. Je pense qu'ils ont un programme de formation assez incroyable parce que cette année, encore une fois, je le disais tantôt, on revient avec 5 signatures de homegrowner. Et c'est des joueurs qu'on connaît pas, mais c'est des joueurs qui, s'ils ont fait le move, je suis pas mal certain qu'ils sont sûrs de leur shot du côté de l'Union. Le parenthèse aussi, le frère de Brandon Aronson fait justement partie de ces 5 joueurs on-ground là aussi. Puis je pense que Philadelphie aussi, c'est une équipe qui va, comme je l'ai mentionné tantôt, qui peuvent nous surprendre, mais des fois, Philadelphie ont toujours une petite twist à la fin de chaque saison pour remonter dans le classement. Puis s'il y a un joueur que je devrais surveiller aussi, c'est plus Anthony Fontana. C'est un tout jeune joueur aussi qui vient de prendre la place de Aronson, mais qui a quand même commencé à gagner des minutes de jeu. Puis je pense que Philadelphie peut miser aussi sur les joueurs. Je pense que oui, ça c'est garanti dans les joueurs à surveiller. J'avais Pato qui sera à surveiller. Brenner, je pense que c'est la prise de l'entre-saison. Ouais, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est le joueur qu'on attend tous et qu'on a hâte de voir évoluer. Et puis, c'est ce genre de joueur-là qui va permettre à certaines équipes, certaines formations d'avoir un pouvoir d'attraction parce que quand on voit Cincinnati avoir ce pouvoir de convaincre un joueur de la trempe de Brenner, ça veut dire que même les plus petits marchés ou les marchés moins attractifs, on se serait attendu peut-être à ce qu'ils veulent signer justement dans un marché comme Miami, comme LAFC, LA Galaxy ou encore Atlanta United, mais c'est Cincinnati qui a gagné la bataille. Et puis c'est pas le marché le plus attrayant. Le plus attrayant pour un joueur. Là. En effet, ouais. Je suis plutôt surpris aussi le fait que Brenner se joigne à un projet aussi petit comme ça, mais je dis pas que Cincinnati, c'est un petit projet, mais c'est un projet qui est à développement, mais qui a beaucoup de potentiel aussi. Déjà que le coach a déjà connu quelques succès en Europe du côté des Pays-Bas au PSV Eindhoven. Puis justement, le fait qu'ils connaissent un peu l'environnement européen, puis le fait d'amener ça dans la formation de Cincinnati, ça peut être un plus aussi pour eux, mais ça reste à voir aussi. Hein. Arius nous dit Toronto est encore dans les top teams. On en a parlé un petit peu tantôt. Toronto, moi, je les vois en recul, sincèrement. Une équipe qui a pas beaucoup de roulement dans l'entre-saison. Une équipe qui a pas bougé énormément, qui a perdu Pablo Piatti, qui pouvait les aider peut-être à mettre un peu de lien dans la transition du jeu, ce qu'ils n'auront pas cette année. Je vois une guerre se dessiner entre Altidore et Akinola.
Et je suis pas sûr qu'on va jouer à 2 attaquants. C'est sûr qu'on peut jouer 4-4-2 Losange, mais je pense qu'on va jouer en 4-2-3-1 du côté de Montréal. Donc, il y aura une guerre de Toronto, pardon. Et je pense que ça fera une guerre là, une saine compétition, on va dire comme ça, entre Aquinola et Altidore. Le seul truc qui me titille un peu du côté de Toronto, c'est vraiment la philosophie de jeu que Chris Armas va amener du côté de Toronto. Parce que Chris Armas, vu que c'est un ancien disciple de Jesse Marsh, justement, lui, c'est plus axé sur le pressing constant. Et c'est ce qui fait la réputation des Red Bulls. Mais je sais pas comment il va transférer ça du côté de Toronto. Vu que Toronto, c'est une équipe qui aime prendre le ballon, qui aime jouer vers l'avant aussi et qui aime garder la position du ballon. Mais rendu là, je ne sais pas si les joueurs vont cadrer parfaitement le système de jeu que Armas va amener du côté des Torontois. Ça va être à surveiller. Mathieu qui nous dit dans la conférence de l'Est, les meilleurs sont Columbus. Columbus est une formation qui a amené 4 vétérans. Je pense 4 joueurs bien établis au sein de la Ligue. C'est une équipe qui est capable de marquer des buts, qui en ont marqué 44 en 2020. C'est la 4e plus productive dans l'Est. Mais c'est une équipe qui, comme je le disais tantôt, défend très bien. 21 buts concédés seulement. Donc, c'est une équipe qui est terminée 2e, je pense, au but contre, derrière Philly. Donc, c'est une équipe qui est très, très bien balancée. Fait que j'ai pas de misère à croire que Columbus pourrait se maintenir au sommet de la conférence de l'Est. Moi non plus. Je pense pas que Columbus vont avoir de la difficulté cette saison-ci. Mais je pense que déjà là, le fait d'être champion une fois, puis le répéter 2 fois, c'est assez difficile au niveau de la MLS. Je sais que Caleb Porter l'a déjà fait une fois, mais je sais qu'il a perdu la saison par la suite avec Portland. Ça a été un peu plus difficile, mais concernant Columbus, juste le fait qu'il soit vraiment, on va dire en bon québécois, loadé de tous les côtés, en fait, c'est vraiment c'est un plus pour eux. Puis comparé aux autres formations de l'Est, c'est un luxe que certaines équipes aimeraient avoir, en fait. Pour la pire formation, Mathieu nous dit, c'est Cincinnati. Moi, je pense que Brenner va faire un ajout. Va faire un ajout important qui devrait être suffisant pour les faire remonter un petit peu Cincinnati, mais ça sera pas assez. Là. Je pense pas que Cincinnati peut se targuer d'être compétitif au niveau du top de l'Est, mais par contre, je pense que ça sera pas la pire formation cette année. Je pense pas non plus, mais moi, je pense que ça va être plus DC United, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment d'identité, il n'y a pas vraiment d'ajout fait durant l'entre-saison, même si c'est pas encore fini. Puis déjà là, le fait qu'on tombe sur une nouvelle ère avec Hernan Losada, ça, par contre, ça laisse beaucoup d'interrogations du côté de DC United. Moi aussi, je le vois comme toi. DC United, puis je pense le Fire de Chicago vont se battre tout au long de la saison pour le dernier rang, malheureusement. Malheureusement, mais ça va ressembler à ça, ce que je pense. Wildcard, Montréal, on en a parlé il y a quelques instants. Je pense que Montréal, effectivement, ont terminé au 9e rang de la conférence de l'Est. Moi, je pense qu'ils s'enlignent pour prendre quelques places, mais je veux juste revenir au classement. Tantôt, j'avais mis comme le top 5 Philadelphie, Toronto, Columbus, Orlando, New York City. Ça, c'est la saison dernière. Et Montréal était comme dans le 2e peloton, donc entre les positions 5 et 10. Je pense qu'ils vont demeurer là. Ils vont peut-être prendre quelques places, mais je pense pas que CF Montréal soit en mesure de rivaliser. À tout le moins, pas dans le top 3, ça, c'est définitif. Non, ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense que, encore là, c'est vraiment une question de... C'est un processus aussi pour le CF Montréal aussi. Vu que déjà Thierry Henry est parti, puis là, maintenant, vu que les joueurs arrivent à bon port, comme on dit, ça va vraiment une question de temps selon ce que Wilfried Nancy et son staff va apporter à cette équipe-là. Mais je pense qu'ils vont peut-être faire un bon ou peut-être 2 bons, mais pas plus que ça, en fait. C'est en progression, là. C'est ce que je vois également, puis je trouve qu'il y a beaucoup quand même de projets parce que Olivier Renard a un carnet de contacts qui est incroyable, a été chercher des joueurs partout dans le monde et ça, c'est une bonne nouvelle que Montréal ait ce pouvoir d'attraction-là, mais comment est-ce qu'on va le mettre collectivement pour que tout ça fasse du sens et que les joueurs trouvent leur place et s'adaptent à la MLS? Moi, je pense que le problème du CF Montréal va être là. Je pense que ça va coûter beaucoup de points en début de saison avant qu'ils vraiment là, ils prennent leur aise et que les joueurs se créent cette chimie naturelle-là et qu'ils se mettent au niveau de la MLS. Donc,
on va perdre des points en début de saison. Je pense que ça va se replacer, mais ces points-là qui vont manquer, c'est ce qui va faire mal au classement pour le CF Montréal. Puis, parenthèse aussi, juste le fait qu'ils jouent quasiment toute leur saison aux États-Unis, c'est vraiment pas facile aussi. Ça également, je pense que ça peut désavantager. Tantôt, je pense que c'est Arius, si je retourne dans les commentaires, qui disait Toronto sera encore au top. Je pense que ça va faire mal, justement, de s'éloigner. Ils partent tout de suite, Toronto. Là, on les a vus annoncer qu'ils s'en allaient du côté de Miami, je pense. Mm-hmm. Fait que ça s'en vient. Puis, il n'y a rien qui indique que la situation 2021 va être différente de 2020. Donc, ça pourrait mal aller. Mais dans tout ça, il y aura des matchs. Ça va être le temps de se mouiller, justement, et de voir ça va être quoi ce classement-là. Comment tu vois, on va s'arrêter au top 3. Comment tu vois le top 3 dans l'Est pour cette saison-ci? En première position, c'est sûr que je vois le Columbus Crew regagner son titre de champion de Supporter Shield, remporter le Supporter Shield, en fait, pardon. Déjà là, cette équipe-là connaît beaucoup de succès, puis comme j'ai mentionné tout à l'heure, en fait, ils ont beaucoup de profondeur au niveau offensif que défensif aussi. Puis je pense que cette équipe-là va connaître encore beaucoup de succès dans l'Est. Deuxième place. Atlanta. Non, Orlando, pardon. Orlando. Excellent. Donc, toi, tu vois une progression nette quand même de Orlando, parce que là, Orlando, pour la saison-ci, était 4e. Ouais, fait que, tu sais, il était déjà dans le top 5, figurait là, mais donc, il devrait réussir à passer là, devant Toronto et possiblement Philly, là, si tu le mets... Mm-hmm. Ouais, Orlando, vraiment, je les vois vraiment progresser durant cette saison-ci. Puis déjà là, le fait que Oscar Pereira connaît beaucoup la Ligue aussi, puis qu'il a connu du succès aussi, je pense que déjà là, Orlando ont connu vraiment une marge de progression aussi. Puis déjà là, les joueurs ils ont pas beaucoup acquis de joueurs, mais déjà là, les joueurs qu'ils ont acquis, ça peut aider beaucoup à la progression. Donc moi, pour ma part, je pense que Orlando vont faire un solide bon en deuxième position. Troisième place. Atlanta United. Eh oui, Atlanta. Moi, pour ma part. Ça, c'est tout un bon, par exemple. Ouais, ça, c'est tout un bon. Mais je pense vraiment qu'Atlanta et Gabriel Heinze vont vraiment surprendre cette année parce que j'ai vraiment confiance que Heinze va vraiment changer un peu la façade de cette équipe-là parce que, comme j'ai mentionné, avec Frank de Boer, c'était pas facile au début. Ça se cherchait un peu partout. Puis il n'y avait pas vraiment de stabilité aussi. Puis des joueurs qui sont allés chercher aussi dans l'autre saison, ça peut vraiment aider. En la personne de Sosa et de Molino aussi, un milieu défensif qu'on parle pas beaucoup, mais c'est un joueur qui couvre beaucoup de terrain, puis qui est très, très jeune aussi, 19 ans. Donc, pour ma part, Heinze, pour moi, c'est le big deal, comme on dit. Columbus Crew, pour ma part, je pense que l'expérience va jouer. 4 vétérans qui s'amènent sont capables, comme je disais, de bien défendre et c'est une équipe qui se tient au sommet. Donc, j'y vais avec Columbus Crew pour ouvrir la marche. L'Union de Philadelphie, qui était premier cette saison, donc ils vont s'échanger ça avec le Crew de Columbus. Toronto, qui était deuxième, qui va reculer cette saison. Et moi aussi, je vois quand même un bond considérable pour une formation, mais c'est les Revs de la Nouvelle-Angleterre qui sont présentement 8e. Je pense qu'on fait des ajouts importants donc en profondeur et j'ai vraiment aimé la saison dernière ce qu'on a vu alors que Bou et Buxa étaient revenus en santé, qui ont joué en duo. Je pense que ça a fait des flamèches. Alors, je pense pour toutes ces raisons-là, on n'a pas encore tout vu du côté de la Nouvelle-Angleterre. Les joueurs vont prendre l'expérience. Je ne sais pas si c'est cette année que ça va exploser, mais je vois une nette progression. Mais j'aime aussi le joueur canadien Tejan Buchanan. Vraiment, pour moi, ça a été une révélation durant les séries de la saison dernière, en fait. Je me rappelle, contre Orlando, encore une fois, pour moi, ça a été un match vraiment de référence aussi, dans le sens qu'il a vraiment mis Nani dans sa poche, en fait. Au niveau défensif, c'est un joueur, un défenseur latéral droit, mais capable de se porter vers l'avant aussi. Puis j'ai vraiment aimé son apport offensif, capable de déséquilibrer les défenses aussi, puis capable de donner des bons ballons à ses attaquants, en fait. Mais pour moi, Tejan Buchanan, c'est un joueur à surveiller aussi. Ça, je l'ai pas mentionné, mais c'est vraiment un joueur que je porte beaucoup, que j'ai beaucoup d'attentes envers lui.
Je pense que oui. Mathieu Dastou, nous dit Columbus, Orlando et Philly. Donc, on sent que Columbus, Philly sera dans l'entourage. Tu vois Mathieu qui t'appuie, Orlando qui devrait être également dans les sommets. Donc, il va y avoir des belles luttes. Fait que si on regarde là au début, il y a Toronto donc et New York City qui pourraient prendre une débarque du top 5. Et je pense que Red Bull, Nashville vont reculer également. Chicago, ça va ressembler à ça. Cincinnati, il ne devrait pas avoir très de changements là, à part Atlanta qui pourrait connaître, donc, comme tu le disais, Richard, du succès. Du succès quand même assez important pour cette saison-là. Donc, ça va être intéressant à regarder tout ça. Je veux qu'on termine ce tout premier podcast-là, Richard, avec quelques nouvelles en rafale. Sacramento qui retire sa candidature au sein de la MLS. Sacramento qui devait arriver en 2023. Il y avait déjà eu un report. Sacramento devait arriver en 2022. On a laissé la place à Charlotte et à Saint-Louis pour 2022. Donc, on avait repoussé l'échéancier à 2023, mais Burkle qui dit non, je ne serais pas capable et qui se retire. Il faut comprendre que c'est quand même 300 millions les frais d'entrée en MLS, qui est quand même pas une mince somme à amasser. Donc, le projet, sans dire qu'il est à l'eau, là, il est fragile pour Sacramento présentement. C'est sûr que pendant le temps on était en pandémie aussi, ça a vraiment pas aidé aussi. Puis le fait que Sacramento, il y avait vraiment une bonne structure en arrière aussi, parce que je sais qu'il y avait le Sacramento Republic FC aussi, qui avait un genre de partenariat avec eux. Puis le fait qu'il y a eu une embauche quand même assez importante en la personne de Jill, j'ai oublié son nom de famille, mais l'ancienne entraîneuse américaine, en fait, qui faisait partie du roster de cette équipe-là, puis ça faisait comme une genre de transition. Mais oui, en effet, c'est sûr que la pandémie, ça aide pas beaucoup pour cette équipe-là, qui avait beaucoup d'attentes aussi. Puis le fait que cette ville aussi vibre, le taux de chômage est quand même assez bas, donc c'est quand même un gros projet aussi important donc pour eux. Je pense que oui. Puis Burkle, il y a de l'argent en masse, il y a de la crédibilité dans le monde des affaires. Fait que je pense que c'est un retrait qui vient faire mal au projet. Lui, ce qu'il dit, bon, les coûts ont explosé. Cincinnati, on sait que les frais d'entrée étaient autour de 75 millions. Là, on parle de 300. Fait que ça a monté énormément. Le stade devait coûter 300 millions, on est rendu à 400. Bref, tout explose avec cette pandémie-là. Il n'y a rien qui laisse présager que ça va effectuer un certain recul. Darrell Stengberg, qui est le maire de Sacramento, est quand même confiant de réussir à trouver, sans dire un successeur, mais quelqu'un qui va pouvoir leader ce projet-là. Mais 200 millions, ça se trouve pas n'importe où et il va falloir des gens aux mains très solides. Ça, c'est vrai, ouais. Je pense que oui. Dans les autres nouvelles, on en parlait tantôt, Blaise Matuidi, qui fait un peu la manchette avec Miami. Faut comprendre une chose. Blaise Matuidi, pour ceux et celles qui sont un petit peu moins à l'aise, est arrivé en tant que joueur TAM au sein de la formation de Miami. Joueur TAM, c'est-à-dire que devrait gagner, là, je pense que c'est 1,2 million. C'est à peu près 1,2 million, mais je sais que le montant maximum, en fait, c'est 615 000, je crois, à peu près pour un joueur TAM. Mais encore là, ça se peut que je me trompe. Corrige-moi si c'est le cas. Je pense que c'est 650 000. Ah, c'est ça, exactement. Mais on peut monter là, à 2,72 millions pour l'ensemble de la formation. Il y a 1,9 million de gamme, puis le budget total d'un club de la MLS doit être autour de 5,2 millions. Je pense que c'est le plafond pour cette saison-ci. Au bord de l'eau, Rémi qui nous dit à Sacramento, ils sont en Sacramento. J'espère, je pense que oui, effectivement. Donc, c'est ça. Fait que
chaque équipe a le droit à 3 joueurs d'épée. Donc, un joueur d'épée est un joueur qui est sorti de la masse salariale et à laquelle on peut concéder à peu près n'importe quel montant. Et présentement, ces 3 postes-là sont pris du côté de Miami. Donc, on a signé Matuidi comme joueur TAM. Et là, tout le monde dit finalement, regarde, c'est impossible qu'on ait réussi à entrer Matuidi comme joueur TAM. Il doit gagner pas mal plus cher que ça. Mm-hmm. Mais David Beckham, qui est propriétaire de cette formation-là, c'est lui qui, à la base, fait partie de ce règlement-là de joueur désigné. Parce que quand on a amené David Beckham, c'est là qu'on a mis sur pied le statut de joueur désigné. Donc, ça a été construit autour de David Beckham et de sa venue. On a fait des cadeaux à David Beckham. Je pense que l'Inter de Miami fait partie un peu des redevances de visibilité, on va l'appeler comme ça, de la MLS. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on va réussir à s'entendre autour du Matuidi, mais est-ce que, rendu là, on serait pas mieux d'enlever ce plafond salarial-là? Mais c'est sûr que là, ça va créer une ligue à 2 vitesses. Ouais, ça va créer, comme tu viens de le dire, ça va créer comme un genre de contrebalance aussi. Puis j'aime le fait que la MLS ait vraiment dit publiquement le fait qu'ils mettent une enquête aux yeux de la Ligue, parce que ça prouve aussi que la Ligue est vraiment sérieuse puis qu'il n'y a pas vraiment de favoritisme aussi, parce qu'on sait très bien que Beckham, même si c'est le premier joueur désigné en 2007 à rentrer dans la Ligue, il y a quand même eu des cas aussi qui sont passés under law, comme on dit en anglais, qui ont été semblables à ça justement. Comme par exemple, je sais que les Red Bulls, quand ils ont acquis le défenseur mexicain Rafael Marquez, en fait, il n'y avait pas vraiment d'étiquette de joueur désigné ni de joueur de TAM. C'est juste un joueur comme ça, sans étiqueter tel joueur comme ça. Mais pour ma part, je pense que le fait que la MLS a mis son point sur la table en imposant une investigation, je pense que ça prouve que la Ligue est vraiment sérieuse aussi. Ça, si j'aurais levé mon chapeau justement sur un des points là-dessus, c'est directement ça. Je pense que la MLS aurait pu attendre que ça fasse scandale dans les médias, puis revenir, puis être à la remorque un peu de cette nouvelle-là. Ils ont décidé d'aller au-devant. Je pense en tout cas, moi, je l'ai appris de la MLS. Alors, j'avais pas entendu parler de scandale autour de Matuidi ou de négociations plutôt étranges. Donc, c'est vraiment la MLS qui est venue nous dire en communiqué de presse, regarde, on va enquêter, il y a de quoi qui est pas normal, puis on va faire la lumière là-dessus. Alors, je pense qu'effectivement, Richard, on s'en va dans le bon sens et on se donne de la crédibilité en tant que ligue, en tant qu'organisation. Et ça, c'est vraiment bon pour la MLS. Mm-hmm. Parce que c'est sûr que dans certaines ligues, je vais pas nommer de nom, mais c'est sûr que dans certaines ligues aussi, ça prend plus de temps, puis le problème ne fait que s'accumuler. Mais déjà là, le fait que Garber a toujours eu l'intention de prouver que la MLS faisait partie des ligues, des grandes ligues majeures de ce monde au niveau du soccer, c'est déjà un bon plus aussi. Puis déjà là, le fait qu'il impose ses limites aussi, c'est un plus, parce que il veut vraiment faire en sorte que toutes les équipes soient vraiment comme au même niveau. Puis c'est déjà un plus aussi, c'est un pas vers la bonne direction. Rémi nous dit, ça va peut-être donner le ton au niveau international. Je pense que oui. Et je pense que, tu sais, il y a tellement de dossiers qui sont nébuleux dans le monde du soccer à travers toute la planète que d'avoir une ligue qui met son pied à terre et qui dit, là, on va vider le dossier, ça fait du bien pour la crédibilité, pour le sport, pour les amateurs également qui vont se sentir moins floués. Dernière nouvelle en terminant, il nous reste 4-5 minutes. Orlando City, le propriétaire Flavio Augusto da Silva qui serait en discussion pour vendre cette formation-là. Sincèrement, je pensais, puis j'ai pas eu le temps de lire en profondeur parce que c'est une nouvelle quand même de dernière minute qui a été rapportée par The Athletic. Mais dans ma tête, Orlando City appartenait à l'empire Walt Disney. Donc, tu vois, je suis pas... on est dans le même bateau. Oui, c'est ça. Fait que j'ai été surpris de voir tout ça. Donc, c'est sûr que
De ce que je comprends, c'est qu'il y a 3 propriétaires là-bas et la famille, donc, qui est propriétaire majoritaire, pourrait penser à vendre ses parts dans cette formation-là. Donc, ça sera à voir, mais je pense pas qu'il y ait de problème avec cette concession-là, puis je pense pas qu'il y ait de défis majeurs. Non, puis, exact. de la façon que moi je l'ai compris, et je vous invite à aller lire l'article là, sur The Athletic, je pense pas que ce soit une priorité ou une presse à court terme. Donc, l'équipe est à vendre, on l'a annoncé, mais ça va arriver quand ça va arriver. Mais l'équipe est déjà en bonne santé aussi. On voyait déjà les pense que pubs oui. promotionnels aussi. Même avant leur entrée en MLS, tu sentais déjà qu'il y avait un engouement. Puis juste le fait que ce soit qu'ils vont se vendre, ben, pas que ça indique que c'est mauvais, la santé du club, mais peut-être que l'équipe ou le propriétaire veut comme changer un peu plus son champ de vision aussi, puis aller un peu plus loin qu'Orlando ou même l'Amérique aussi. Mais encore là, ça va dépendre du prochain propriétaire qui va acquérir le club. C'est ça, exactement. Donc, on aura beaucoup à faire, beaucoup à voir. Ça fait déjà le tour de ce premier podcast MLS Franco qui a vraiment bien été. Ah ouais, j'ai aimé. On va se donner le défi, Richard, si tu le veux bien, de faire pareil dimanche prochain, si tu es disponible, bien sûr, pour Ouais, je suis toujours là. la conférence de l'Ouest. Donc, des équipes qu'on est un petit peu moins habitués de voir, des équipes qui... Ça va demander un petit peu plus de travail de recherche. Ah, il n'y a pas de problème. Mais- J'ai déjà plein d'équipes là-dedans. Là. Excellent. Puis, tu sais, dans l'Ouest, ça va être quand même intéressant de surveiller les mouvements également, parce qu'il y a quand même d'excellentes formations du côté ouest de la MLS. Mais moi, personnellement, il y a beaucoup d'équipes aussi dans l'Ouest qui me disent absolument rien présentement. Puis, j'ai hâte de voir, là, justement, de me remettre à la page sur tous les mouvements qu'il y a eu. Parce que je vais aller chercher là, le standing, juste pour le fun, de l'Ouest pour 2020. Sporting Kansas City, qui est bien sûr là, dans les tops avec Saunders et les Timbers. Mais tu vois, Minnesota United, moi, c'est un club, sans dire qui m'intéresse pas, c'est un club qui me démontre pas grand-chose. Tout comme le FC Dallas me dit absolument rien et Real Salt Lake. Même Houston, c'est pas une équipe qui Houston, m'excite. c'est un peu compliqué, ouais. Pour ma part, je trouve que Sporting KC, c'est vraiment une équipe forte dans l'Ouest, tout comme Seattle Sounders. C'est une équipe qui a déjà gagné tous les titres dans la Ligue. Mais moi, je pense qu'il y a une équipe qu'il faudrait faire attention, c'est vraiment Portland. J'aime beaucoup leur philosophie de jeu, j'aime beaucoup le fait qu'ils soient vraiment portés vers l'avant. Puis les partisans là-bas, c'est vraiment des vrais partisans, en fait. Puis j'ai beaucoup d'affection pour eux. Puis concernant le FC Dallas, vraiment, c'est vraiment une usine à pépites. Parce que chaque joueur qui sort là-bas, c'est cool. Il explose. Fait que ça pourrait les aider. Puis, tu sais, c'est des formations comme Timber de Portland que je mettrais un peu à l'image de l'Union de Philadelphie. Une équipe qui réussit tout le temps, peu importe ce qui se passe, à se garder dans les sommets, qui réussit tout le temps à trouver une façon de gagner. Je pense que c'est bien vu donc pour les Timbers. Donc, dimanche prochain, on devrait être là pour vous parler des Timbers et de tout ce qui va se passer donc dans l'Association de l'Ouest. Je veux prendre le temps donc de tout vous remercier d'avoir été là et d'avoir participé en grand nombre à cette émission, à ce tout premier podcast de MLS Franco. Merci Richard. Merci beaucoup. Et on se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle édition de MLS Franco. C'était un rendez-vous.